Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'univers Maurice Renard. Peut-être un peu moins connu aujourd'hui, mais qui était un vrai maître du suspense et même du fantastique scientifique. On va explorer ensemble le début d'un de ses romans policiers les plus ingénieux, je trouve, Le mystère du masque. Ça a été publié en 1935, mais l'histoire, elle, nous ramène un peu avant, en octobre 1931. Alors, le décor, Revircourt, une petite ville de province, voilà. Une nuit d'automne, un peu sombre, la maison cossue d'un notaire, quelqu'un de très respecté, monsieur Jean-Paul Sérinac, et la découverte macabre, le notaire est retrouvé dans son bureau, mort, étranglé. Tout commence en fait avec le témoignage de son clerc, monsieur Tourteret. Il reprend connaissance, il a mal partout, la mâchoire en vrac, et il raconte une histoire qui a l'air d'être solide. Il dit qu'il a surpris Bernard Sérignac, qui est en fait le propre frère du notaire, la main dans le sac, si on peut dire, en train de voler près du coffre-fort. Apparemment, il y a eu une bagarre, un coup, et hop, c'est évanoui. Donc pour lui, c'est clair. L'agresseur, le voleur, c'est Bernard, le mauvais frère. Mobile crapuleux, vieille haine entre les deux. L'affaire semble bah, presque pliée, non? C'est exactement ça. Et c'est là toute l'habilité de Renard, je trouve. Il pose une situation qui semble évidente pour mieux la faire exploser après. Oui, Bernard, c'est le suspect parfait, il est brouillé avec son frère, il a besoin d'argent, tout pointe vers lui. Mais voilà, il y a un objet retrouvé sur place qui vient tout de suite tout brouiller, un masque. Ah oui, le masque. Et pas n'importe quel masque, hein. C'est un masque en toile gommée, peint avec un réalisme mais bluffant, pour être le sosie parfait de Bernard Sérignac lui-même. Alors là, on se pose mille questions. Si c'est Bernard le coupable, pourquoi utiliser un masque qui lui ressemble? C'est complètement absurde. Ou alors, ce n'est pas lui. Et là, la question c'est qui a intérêt à le faire accuser de façon aussi spectaculaire. Ce masque, c'est plus qu'un indice en fait. C'est comme s'il disait dès le début, attention, méfiez-vous des apparences, rien n'est simple ici. C'est vraiment le cœur du mystère qu'on va essayer de décortiquer un peu aujourd'hui. L'idée, c'est d'explorer comment Renard tisse sa toile dans les premiers chapitres, voir un peu les personnages, les indices qui se contredisent, l'atmosphère aussi qui est très particulière, sans bien sûr donner la solution, hein. Bon, alors plongeons dans cette scène de crime. Monsieur Tourtoré, Leclerc, il émerge donc péniblement, il est un peu plus de minuit. Première chose, il raconte son agression, par Bernard selon lui, et puis l'horreur. Il voit le corps de son patron, par terre, étranglé avec une petite cordelette, devant la cheminée du bureau qui est éteinte. Oui, et le récit de Tourterelle est très, très précis. Il dit qu'il est arrivé vers minuit pour un document urgent, qu'il a vu Bernard en train de fouiller le coffre-fort qui était déjà ouvert et que c'est là qu'il s'est fait assommer. La description du bureau aussi, elle est très méticuleuse. Assez richement meublé, les rideaux sont tirés, les volets clos, ça donne une ambiance un peu confinée, quoi. Le coffre-fort mural, l'habituel, est ouvert et il manque de l'argent. 83 000 francs en billets de 1000. D'accord. Mais l'enquête, elle révèle tout de suite un petit détail qui vient compliquer l'histoire du vol. C'est que ce coffre vidé, ce n'est pas le seul coffre dans la pièce. Il y en a un autre, un nouveau coffre-fort, bien plus gros, plus moderne, qui a été livré la veille. Et il est là dans un coin du bureau où il attend d'être installé. Paul Sérignac, il se méfiait de quelqu'un, probablement son frère Bernard, hein, tout le monde savait qu'ils étaient fâchés, et donc il avait décidé de renforcer la sécurité. L'ironie du sort, c'est que l'argent volé, il était encore dans l'ancien coffre. Est-ce que Bernard connaissait encore la combinaison? On nous dit qu'il n'avait plus mis les pieds dans la maison depuis longtemps, encore un point un peu flou ça. Et c'est à ce moment-là que l'inspecteur Chabozeau, qui vient de la brigade mobile de Nancy, il fait la découverte. Pas dans le coffre, non, mais caché derrière une bibliothèque tournante. Ah, les bibliothèques tournantes, j'adore ça dans les romans policiers. Il trouve ce fameux masque, le masque à l'effigie de Bernard. Et là, le doute n'est plus permis. Cette affaire, elle est beaucoup plus tordue qu'un simple cambriolage qui aurait mal tourné. Ah oui, absolument. Ce masque, il défie complètement la logique de départ. Si c'est Bernard, soit il est incroyablement bête, soit il essaye de brouiller les pistes d'une manière très très compliquée. Si ce n'est pas Bernard, alors là on a affaire à une mise en scène diabolique pour le faire accuser. Qui a pu fabriquer ce masque? Où le trouver? Et pourquoi? Ça ouvre tout de suite le champ des suspects potentiels au-delà de Bernard. Et Bernard, bien sûr, il est arrêté, interrogé, et il nie. Mais alors il nie
tout en bloc, avec force. Il explique qu'il était à Rivière-Court cette nuit-là par pure malchance, une coïncidence malheureuse. En fait, il devait repartir pour Nancy le soir même, ce qui lui aurait donné un alibi en béton armé. Mais il dit avoir reçu une lettre d'un ami garagiste, Pascal de Reissy. Ah, cette lettre. Elle est cruciale, celle-là. Reissy lui aurait écrit pour lui dire qu'un acheteur potentiel pour sa voiture, la voiture de Bernard, allait se présenter tôt le lendemain matin. Donc, Bernard aurait été obligé de rester à Rizières-Court. Alors, est-ce que c'est juste un coup de malchance qui le prive d'alibi et le met au mauvais endroit, au mauvais moment? Oui. Est-ce que cette lettre, c'est une pièce de la machination? Est-ce que l'assassin a pu manipuler Reissy pour être sûr que Bernard soit là, présent et sans défense? L'enquête montre que le prétendu acheteur, c'est un parfait inconnu. Il a juste téléphoné au garage, il n'a pas laissé de nom, pas de numéro. Ça sent le coup monter à plein nez, non? C'est très suspect, oui, effectivement. Renard, il sème l'ambiguïté partout. La lettre, elle existe. Pascal de Reissy confirme, mais l'acheteur, il est fantomatique. Du coup, on ne sait plus si Bernard est victime d'une poisse incroyable ou d'un complot vraiment bien ficelé. Et comme si c'était pas assez embrouillé comme ça, d'autres personnages entrent en jeu, chacun avec son petit lot de secrets potentiels. Il y a la jeune voisine, Edith Organ. Elle habite la maison du Marmouzet. Et détail qui a son importance, cette maison communique par l'intérieur avec celle du notaire. Elle est visiblement très affectée par la mort de Jean-Paul, mais elle semble aussi avoir une inquiétude bien particulière. Oui, c'est ça. Elle ne s'inquiète pas que de l'argent. Apparemment, d'autres objets ont disparu du bureau, des objets qui n'ont a priori aucune valeur financière, mais qui sont d'une importance capitale pour elle. Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu le fil des relations très complexes qui unissaient tous ces gens. Le procureur Rivard nous aide un peu là-dessus, enfin il nous aide ou il nous embrouille encore plus, je sais pas trop. Il dresse le portrait des frères ennemis. Jean-Paul, la victime, c'est le bon frère, Abel, droit, travailleur, respecté. Et Bernard, l'accusé, c'est Caïn, le mauvais sujet, la brebis galeuse, fâché à mort avec son frère depuis des années. Et la raison de cette rupture, de cette haine? Edith Organ. Apparemment, Bernard l'aurait courtisée de façon très insistante, peut-être même agressive. Et Jean-Paul serait intervenu, soit pour la protéger, soit peut-être parce qu'il avait lui-même des sentiments pour elle. On ne sait pas trop. En tout cas, grosse dispute, et Jean-Paul a mis Bernard à la porte de la maison familiale. Ça nous donne un mobile passionnel, en plus du mobile financier. Oui, mais l'histoire d'Edith, elle est elle-même assez sombre, assez dramatique. Son frère, Michel Organ, il a été condamné à mort et guillotiné quelques années plus tôt pour le meurtre d'un bijoutier. Et devinez qui a fourni le témoignage clé qui a mené à sa condamnation. Jean-Paul Sérignac? Exactement, Jean-Paul Sérignac. Le notaire aurait agi par devoir, mais on imagine le poids que ça devait représenter pour lui. Et c'est là qu'on découvre une facette de Jean-Paul assez incroyable et touchante aussi, rongé par le remords ou très attaché à Edith, ou les deux. Il a monté une machination assez folle pour protéger la mère d'Edith et Michel, Madame Organ. Cette dame, elle est devenue infirme, très fragile psychologiquement après le drame, et elle ignore tout de l'exécution de son fils. Oui, comment c'est possible? Grâce à un subterfuge complètement dingue, orchestré par Jean-Paul. Il a fait croire à Madame Organ que Michel était toujours vivant, mais qu'il était parti exilé à Pondichéry. Et pour que ça tienne, il utilisait des lettres. Des lettres écrites par Michel lui-même juste avant son exécution. Des lettres posthumes en quelque sorte. Oui, le système était ingénieux. De temps en temps, un complice à Pondichéry envoyait une enveloppe vide à Madame Organ. Edith interceptait cette enveloppe, elle y mettait la vraie lettre de Michel, celle que Jean-Paul lui donnait, et ensuite elle la remettait à sa mère, comme si elle venait d'arriver par la poste. C'était une illusion, mais une illusion vitale pour maintenir la vieille dame en vie et à peu près saine d'esprit. Et voilà le truc. Voilà l'autre disparition qui rend Edith folle d'inquiétude. Ces lettres, ces fameuses lettres si précieuses, elles étaient gardées dans un tiroir du bureau de Jean-Paul. Et elles ont disparu la nuit du meurtre. C'est une catastrophe absolue pour Edith et sa mère. Mais qui aurait pu vouloir voler ces lettres? Quel intérêt y a-t-il à détruire cette pauvre illusion? C'est une excellente question. Est-ce que c'est lié au meurtre? Est-ce que l'assassin a pris les lettres pour une raison particulière? Ou est-ce que c'est un vol opportuniste? Quelqu'un qui savait qu'elles étaient là et qui en a profité? Ça ajoute une couche de mystère et de drame humain aussi à toute l'affaire.
Le mobile, c'est peut-être pas que l'argent ou la vengeance directe, c'est peut-être aussi la destruction psychologique, hein. Et les indices matériels un peu bizarres, ça continue. La cordelette qu'a servi à étrangler Jean-Paul, Edith la reconnaît, c'est la sienne. La cordelière de sa robe de chambre. Elle avait disparu de chez elle quelque temps avant le drame. Mais comment elle s'est retrouvée là comme arme du crime? Est-ce qu'on l'a volé exprès pour tuer Jean-Paul? Ou est-ce que c'est encore une manipulation pour impliquer Edith? Ou au moins pour jeter le trouble sur elle? Chaque indice, on a l'impression, pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. C'est assez typique de ce genre de construction. Autre petit détail matériel qui chiffonne la police. Il y a un bloc-notes sur le bureau du notaire. Et sur la feuille numéro 23, il y a une empreinte en creux. C'est la marque d'un chiffre que Tourteret, le clerc, avait écrit sur la feuille 21. Ça, c'était lors d'une première visite, plus tôt dans la soirée avant le meurtre. Mais c'est la feuille 22 qui manque. Bon, pendant le crime ou juste après? Qu'est-ce qu'il y avait décrit sur cette feuille 22? Un nom, une adresse, un message laissé par la victime ou par l'assassin? C'est encore un de ces petits détails très précis et très frustrants que Renard sème comme ça. Bon, pendant ce temps, l'enquête sur le masque, elle avance un tout petit peu. On apprend qu'il l'a fabriqué. C'est un artisan local, un peu original, un certain Legrand Mario. Il est spécialiste des masques, des accessoires de théâtre, et ce masque de Bernard, il faisait partie d'une commande plus grande. 15 masques différents pour un client à Paris. Et là, petite indiscrétion de Legrand Mario, la veille du crime, il déjeunait dans son atelier avec 2 amis. Et, tout fier de son travail, il leur a montré sa collection de masques qui était juste terminée. Et qui étaient ces 2 amis? Roland Cadave, un luthier de Révircourt, et Pascal de Raissy, Le garagiste. celui qui a transmis la lettre à Bernard. Ah mais c'est pas vrai. Le hasard fait décidément bien les choses, ou mal, ça dépend pour qui. Est-ce que l'un des deux, Raissy ou Cadave, aurait pu piquer le masque de Bernard à ce moment-là? Ça leur donne une opportunité et un lieu pour le vol du masque. Ça pourrait les impliquer, d'une manière ou d'une autre, dans toute cette machination. L'argent, ça continue de s'en mêler. Bernard, on sait qu'il avait besoin d'argent. Mais on découvre aussi autre chose. Grâce à un agent d'assurance un peu bavard, un monsieur Hodgson, il révèle que Jean-Paul Sérignac avait souscrit une assurance vie. Une somme assez importante, 500 000 francs. Et la bénéficiaire désignée, c'était... Edith Organe. Et c'est pas fini. Le même Hodgson, il laisse entendre que Jean-Paul aurait aussi fait un testament. Et dans ce testament, il ferait d'Edith sa légataire universelle, c'est-à-dire qu'elle hériterait de tout. Du coup, la jeune voisine éplorée se retrouve soudainement être la personne qui profite le plus financièrement du crime. C'est troublant, quand même. Oui, très troublant. Et pour ajouter encore à la confusion, il ne faut pas oublier Roland Cadave, le luthier, celui qui était au déjeuner des masques. Le procureur découvre que, la veille du meurtre, Jean-Paul lui avait remboursé un prêt. Un prêt important, 83 000 francs. Et ça, c'est pile la somme qui a été volée dans le coffre. Incroyable coïncidence. Encore une, hein. Le procureur a d'ailleurs cette phrase assez terrible. Il dit « L'argent serait-il simplement retourné d'où il venait ?» Ça veut dire que Cadave, lui aussi, il avait un mobile potentiel, peut-être récupérer cet argent qu'il venait juste de toucher, ou Jean-Paul avait changé d'avis sur le remboursement, et il a eu l'occasion de voir le masque et peut-être de le voler. On voit bien comment Renard construit son intrigue. Il ne nous donne pas un seul suspect clair, mais plutôt toute une constellation de suspects possibles. Chacun avec des mobiles crédibles, l'argent, l'amour, la vengeance, la peur. Chacun avec des secrets, des liens compliqués avec la victime, avec les autres. C'est vraiment la marque des grands romans d'énigmes classiques. Oui, on est clairement dans cette veine du roman policier classique, le whodunit, comme on dit, avec une énigme centrale forte, une enquête qui se base sur les indices matériels, mais aussi beaucoup sur la psychologie, les fausses pistes, et cette galerie de personnages ambigus qui évoluent dans un milieu assez fermé finalement. On sent l'influence des maîtres anglais ou américains, mais avec une petite touche bien française. L'atmosphère, je trouve, est particulièrement réussie. Renard nous plonge vraiment dans cette petite ville, Revircourt, en 1931. C'est un microcosme où les secrets de famille pèsent très lourd, où les réputations sont vite faites et défaites, où les maisons bourgeoises ont des passages secrets. Il y a une tension constante, un sentiment d'oppression qui est accentué par le drame. L'époque aussi, les années 30, avec ses conventions sociales, ses non-dits, elle est très présente. Et le style de Renard est très précis, presque froid parfois, dans la description des faits, des lieux, mais il sait aussi être plus suggestif pour décrire les émotions, les états d'âme.
Et les dialogues sont super importants. Ils ne font pas qu'avancer l'histoire, ils révèlent vraiment la psychologie des personnages, leurs mensonges, leurs calculs, leurs blessures aussi. Et alors que l'enquête officielle menée par Chabosso, elle semble un peu patinée, tiraillée entre toutes ces pistes contradictoires, Renard introduit un personnage qui va un peu secouer tout ça. Francis Perlot, surnommé le dépanneur, c'est un jeune mécanicien qui travaille au garage de Pascal de Raissy. A priori, rien à voir avec une enquête criminelle. Mais il a une logique implacable et un sens de l'observation assez phénoménal. Ah, un détective amateur inattendu, en quelque sorte. Exactement. Et il va appliquer ses méthodes d'analyse, celles qu'il utilise pour réparer les moteurs, à l'énigme humaine, au crime. C'est une figure assez originale, je trouve, et sa présence promet de renouveler un peu la dynamique de l'enquête, d'apporter un regard neuf, peut-être plus rationnel sur tout ce chaos d'apparence trompeuse. Bon, alors, si on résume où on en est après cette première exploration, on a un meurtre dans un bureau fermé de l'intérieur, ou presque, un coupable tout désigné par le témoin principal, Bernard, mais dont l'identité est tout de suite remise en question par ce masque incroyable, un masque à sa propre effigie. De l'argent a disparu, oui, mais aussi ses lettres posthumes, qui ont une importance psychologique énorme, et puis des histoires de famille très lourdes, de la haine, de la culpabilité, de l'amour caché. Et une liste de suspects qui s'allonge dangereusement. Bernard, le frère ennemi, d'accord, mais peut-être qu'il est juste victime d'un coup monté. Edith, la voisine qui hérite d'une fortune et dont la cordelette a servi d'arme. Pascal de Récy, l'ami garagiste, qui fournit cet alibi piégé et qui a vu le masque avant le crime. Roland Cadave, le luthier, à qui l'argent volé venait d'être remboursé et qui a aussi vu le masque. Chacun a des raisons d'être soupçonné et chacun semble cacher quelque chose. C'est ça qui est fort. C'est toute l'intelligence de la construction de Renard, en fait. Ce masque, au début, c'est pas juste un gadget pour nous embrouiller. C'est vraiment le symbole de toute l'affaire. Une vérité qui se cache derrière des faux-semblants, des personnages qui jouent un rôle, des motivations qui sont pas celles qu'on croit. Il transforme une histoire de crime qui pourrait être sordide en un jeu intellectuel vraiment stimulant. Et ça nous amène à la question qui va nous poursuivre pendant toute la lecture, j'imagine, dans ce labyrinthe, ce jeu de miroir où chaque indice peut être soit une preuve, soit une manipulation. Sur quoi on peut vraiment s'appuyer pour démasquer la vérité? C'est peut-être ça la question centrale, au-delà de juste savoir qui a tué le notaire. Une piste de réflexion intéressante à garder en tête, je crois. Merci de nous avoir suivis dans cette première plongée au cœur du mystère du masque. On espère que ça vous a donné envie de découvrir ou peut-être de redécouvrir Maurice Renard et son univers. À très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.